Je voulais commencer, comme me paraît assez naturel, savoir quel a été le processus qui vous a amené à filmer ce quartier de New York, Jackson Heights. Comment vous l'avez découvert et pourquoi il y a eu cette envie de faire un film sur ce quartier particulier? J'ai un ami qui habite là-bas et il m'a invité. Excuse-moi, j'ai un ami qui habite là-bas et je lui ai dit que je cherche un sujet pour un film. J'ai passé un après-midi là en 2007 et l'instant que je suis descendu de métro, j'ai pensé c'est un bon sujet parce qu'il y avait tant de couleurs dans les roues, dans les vêtements, dans les fenêtres des magasins et tout ça, dans les gens, des légumes, des fleurs, les gens qui vendent des choses dans les roues. J'ai pensé tout de suite ça peut être un film intéressant à voir en tout cas. Mais la question des immigrés m'a toujours intéressé parce que mon père était immigré de Russie à la fin du 19e et quand j'étais jeune, il m'a beaucoup parlé de cette expérience et comme il était avocat, il a essayé d'aider les nouvelles générations d'immigrés et c'est un cliché de dire mais l'Amérique c'est un pays d'immigrés et j'ai lu beaucoup de livres sur les immigrés juifs à New York à la fin du 19e et j'ai pensé que ça serait intéressant de voir comment vivre l'immigré de l'Amérique du Sud et d'Asie. Et à Jackson Heights, comme vous entendez dans le film, on parle 167 langues. Il y a des gens de tous les pays de l'Amérique du Sud et beaucoup de pays d'Asie. Le quartier à côté de Jackson Heights, il y a 200 000 Chinois. À Coney Island, il y a 500 000 gens qui viennent de Russie. Et l'Amérique continue à accepter beaucoup d'immigrés, pas les immigrés syriens pour l'instant. Mais c'est un sujet qui m'intéressait et je n'ai pas eu je n'ai pas su grand-chose, mais c'est un sujet que je pense peut-être intéressant. Mais en 2007, je n'ai pas tourné le film parce que tout de suite après ma visite à Jackson Heights, j'ai eu la permission de tourner à l'Opéra de Paris, la compagnie de danse, et j'ai pensé qu'ils vont changer leur vie, et j'ai fait ce film tout de suite. Et comme j'étais en France, j'ai fait plusieurs autres films en France. Et je me trouve en 2014, je cherche un autre sujet, et je suis revenu à Jackson Heights, et j'ai tourné le film presque tout de suite. Et je n'ai pas fait aucune recherche. Le 2 après-midi que j'étais là, c'est le seul voyage que j'ai fait à Jackson Heights avant le tournage. Donc il n'y a pas un phénomène de repérage, d'imprégnation. Pour moi, le tournage est toujours le repérage parce que je n'aime pas être là en regardant. Par exemple, si j'étais là comme observateur l'après-midi, que les jolies femmes d'Alabama sont venues pour nettoyer les trottoirs. Et cette autre dame commence à parler avec eux et demande qu'elles font une prière pour son père qui est en train de mourir. Je suis très mécontent de manquer ça. Et comme ça, quand je suis là, j'ai toujours préparé de tourner tout ce que je trouve. En même temps, ça implique évidemment de tourner beaucoup. Vous tournez énormément. Oui, par exemple, sur ce film, il y a combien de... À peu près 130 heures. Mais pour Berkeley, j'ai tourné 250 parce que les profs aiment parler et je ne peux pas les arrêter. Et quand vous tournez, c'est à chaque fois un tournage qui se passe, c'est des longs moments où vous restez avec eux, où vous vous faites oublier. Comment est-ce que quelle est votre position par rapport à ceux qui vivent et qui parlent à l'écran? On commence à tourner tout de suite
quand nous sommes arrivés. Et pour les raisons que je ne comprends pas, c'est jamais un problème. Les gens presque jamais disent non. Et souvent, je n'ai pas le temps de les demander permission avant. Et je demande permission après. Et s'ils disent non, je n'utilise pas la séquence. Mais c'est si rare, ça n'est jamais passé à Jackson Heights. Et pourquoi les gens acceptent d'être filmés, je n'ai aucune idée. Peut-être c'est parce que c'est l'indifférence, peut-être c'est le narcissisme, c'est peut-être que les gens sont contents que quelqu'un s'intéresse dans leur vie. Mais c'est peut-être une combinaison de tout ça ou pour des autres raisons. Mais quand j'ai pensé à tourner en France, le premier film que j'ai tourné en France, c'était La Comédie Française en 1995. Et mes amis français m'ont dit impossible de tourner dans le même style en France. Et il n'y avait aucune différence. Et il y a toujours la question si les gens jouent pour la caméra. Mais à mon avis, ils ne jouent pas parce que la plupart de nous ne sont pas assez bons comédiens pour changer nos comportements parce que nous sommes quelqu'un est en train de nous filmer. Et si nous n'acceptons pas l'idée d'être filmé, on dit non, on fait comme ça, ou aller ailleurs. Parce que le niveau de comédien sera beaucoup plus haut dans les films de fiction et dans les pièces de théâtre, si tout le monde peut être un bon comédien tout de suite. Dans mon expérience, les gens ne jouent pas pour la caméra. Si quelquefois, mais c'est très très rare, vous sentez que les gens jouent pour la caméra, vous arrêtez. Mais le mot technique pour ça que j'utilise, je ne sais pas la traduction en français, mais pour vivre dans le monde, vous devez avoir un très bon bullshit meter, comme on dit en anglais. Si vous sentez que les gens jouent pour la caméra, vous arrêtez. Si vous ne sentez pas, jusque vous êtes dans la salle de montage, vous n'utilisez pas la séquence. Mais c'est si rare que ce n'est pas un problème. Il y a aussi le fait que j'imagine que vous êtes très peu, c'est une toute petite équipe. L'équipe est trois. Ouais. Moi, un opérateur, une assistante. Maintenant, il y a une quatrième personne qui se cache dans le placard pour décharger les cartes. Mais sur scène, c'est nous trois. Il n'y a pas de lumière. Je ne fais aucune intervention. C'est toujours la lumière naturelle, sauf une ou deux fois. Mais je ne crois pas du tout en Jackson Heights. Mais le film que j'ai tourné dans un monastère, l'église était très noire. On a mis quelques lampes dans le monastère, dans l'église, mais c'est très rare qu'on fait ça. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, arrêtez pour 40 minutes, on va arranger les lampes. L'esprit spontané sera un peu détruit si on fait ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de séquences dans In Jackson Heights qui ont été comme ça, en quelque sorte, vues et immédiatement captées, ou ce que vous disiez sur ce groupe de catholiques qui tout d'un coup prient dans la rue, ou alors ce que vous avez dit aussi sur cet homme qui forme pour les taxis, ce sont des choses que vous repérez puis que vous pouvez tout de suite saisir avec votre système? Oui, mais c'est le hasard. Le modèle pour le tournage, c'est le roulette à Las Vegas. On prend le risque de tourner et on ne sait jamais ce que va passer. Pour le prof de taxi, j'étais dans la voiture et nous passons et j'ai vu l'avertissement pour son cours et j'ai arrêté, je suis descendu et je lui ai expliqué ce que je fais
Et il me dit, il y a un cours qui commence dans 20 minutes, vous pouvez entrer. Et c'est pour ça, c'est complètement le hasard que j'ai tombé sur cette séquence. C'est la même chose. C'est presque toujours comme ça. Sauf le contraire, c'est un peu les réunions dans Make the Road New York. Parce que chaque soir, lundi à vendredi, à 18 h, il y avait une réunion. Et chaque soir, le sujet est différent. Une fois, c'est la carte d'identité. Une autre fois, c'est la discrimination dans le travail. Une autre fois, c'est le problème de trouver un appartement. Mais tout ce qui s'occupe des immigrés, le problème. Mais on sait que la réunion commence à 18 h. Et quelquefois, je sais le sujet en avant. Mais je n'avais aucune idée qu'est-ce qui va passer pendant la réunion. Et c'était encore un peu plus difficile pour moi parce que je ne parle pas l'espagnol, même pas le français. Mais les quelques mots que je connais en français m'ont aidé pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pour ces séquences à Make the Road New York, peut-être on a plus tourné d'être sûr de ne pas manquer quelque chose. Et pour le montage, quelqu'un a fait une traduction, j'ai fait un transcrit et quelqu'un a fait une traduction de tout l'espagnol et j'ai mis la traduction sur l'écran, littéralement, et j'ai monté avec les sous-titrages en anglais et puis à la fin, j'ai fait un vrai sous-titrage avec moins de mots. Mais c'est la première fois que j'ai fait ça. Et le tournage dure combien de temps d'un film comme ça? Pour Jackson Heights, c'était 10 semaines. C'est fin de mai 2014 jusqu'à mi-mai, troisième semaine de juillet. Quelque chose comme ça. Et c'est une durée de tournage à peu près que vous considérez comme normale pour... Ça dépend. High School, par exemple, était 4 semaines. Welfare était 4 semaines. Berkeley était 12 semaines. Comédie Française, 12 semaines. Moyennement, c'est probablement 8 semaines. Mais pour le plus long, c'était la Comédie Française et la danse parce que je veux tourner les répétitions et la performance de les pièces qu'on a tournées pendant les répétitions. Comme ça, c'est une période assez longue. Et ensuite, donc, le montage, c'est un procédé un processus qui est encore plus long. Le montage, en général, c'est 1 an, entre 11 mois et 13 mois. Et parce que, comme vous savez, je n'ai aucun scénario en avant. Je découvre le film pendant le montage. Je n'ai même presque aucune idée des thèmes en avant ou le point de vue du film. Et le processus pour le montage, quand je commence le montage, qui est quelques semaines après la fin du tournage, je regarde tous les rushs. Et ça m'a pris à peu près 6 semaines. Et j'ai fait les notes. Et après que j'ai vu tous les rushs, j'ai mis à part à peu près 40% des rushs. Et je commence à monter toutes les séquences que je crois je peux utiliser. Et c'est seulement quand j'ai monté tous les soi-disant séquences candidats, et presque une forme finale, que c'est seulement à ce moment, qui est déjà 7 mois ou 7-8 mois après que j'ai commencé, que je fais le premier assemblage. Et je peux faire le premier assemblage dans 3-4 jours à ce moment parce que je suis une immersion totale. Le premier mois, c'est une immersion totale dans les rushs et toutes les séquences que je peux utiliser sont montées dans une forme presque finale. Et moi, je ne peux pas faire le montage dans l'abstrait. Je dois m'expliquer les conséquences si je commence le film avec telle et telle séquence. Quelle est la relation entre le premier et le deuxième? Quelle est la relation entre les premières 5 minutes et les dernières 10 minutes? Et
pour moi, la chose la plus intéressante de montage et la chose qui occupe au moins 50% de temps, c'est rien à faire avec la technique de montage. Il faut que le montage, c'est quand on parle avec vous-même et je dois me identifier pour moi-même qu'est-ce que je pense passe dans chaque séquence, dans la séquence que je monte. Et c'est une sorte d'étude de le comportement humain, parce que même si il y a peut-être il y a toujours la possibilité que comment on dit, deception. Déception, d'être déçu. Oui, je n'ai pas raison, mais je dois m'expliquer quelle est la significance des choix de mots, des pauses? Pourquoi quelqu'un demande une cigarette à tel et tel moment? Est-ce que les vêtements suggèrent quelque chose? Ou les mouvements à gauche, à droite? Ou pourquoi quelqu'un quitte la salle? Pourquoi quelqu'un a fait des interruptions? Pourquoi quelqu'un d'autre ne parle pas? Si je ne peux pas, même si je n'avais pas raison, il faut que je pense que je comprends la séquence, parce que c'est seulement à ce moment que je peux faire le choix de l'utiliser et je peux avoir les idées comment je vais le monter, parce que presque toutes les séquences sont en réduction de le ton original. Les réunions à Make the Road New York, par exemple, en durée 1 heure, 1 heure et demie. Et chaque séquence dans le film, c'est entre 5 et 9 minutes. C'est monté comme pour donner l'idée que ça passait comme ça, mais ce n'est pas passé comme ça dans la réalité de réunion. Et je trouve cette travail d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans la séquence très, très intéressant. Et puis, il faut traduire cette compréhension, ou c'est ce qu'on pense d'être la compréhension, dans le choix, dans la façon qu'on fait le montage. Et après le premier assemblage, ça me prend après 6 semaines pour la version finale. Et pendant ces 6 semaines, je travaille dans l'intérieur d'une séquence pour être sûr que le rythme de séquence est bon. Et je travaille beaucoup sur la relation entre les séquences. Et le rythme, la structure dramatique du film est toujours très important, parce que finalement c'est un film, mais dans un certain sens c'est un film de fiction aussi, et parce que la structure est complètement fictionnelle. Et je dois essayer de ranger les mots, la relation entre les moments comiques, tragiques, tristes, banals, etc. Et à ce moment, le montage est très lié à l'écriture, parce que n'importe quelle forme, les problèmes dans l'abstrait sont les mêmes. Problèmes d'abstraction, de métaphore, de caractérisation, de passage de temps. On a ça dans le théâtre, dans les romans, dans les nouvelles, dans les tableaux, etc. Et cette question de forme comparative m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, après que je crois que le film est fini, je revois tous les rushs pour être sûr que je n'ai rien manqué. Et souvent, je trouve une transition que j'ai oubliée qui m'aide beaucoup. Et quelquefois, je trouve une séquence que j'ai oubliée et que j'ai besoin pour ça, parce que dans cette séquence que je viens de trouver, il y a une meilleure explication des événements qui étaient déjà dans le film. Et puis, quand le film est presque fini, je commence à penser
pour le sujet pour le prochain, pour éviter la dépression postpartum. Ça, c'est un processus qui est très solitaire. Vous êtes tout seul à monter ou Quand j'ai monté une pellicule, j'étais tout solitaire. Mais maintenant que je monte en numérique, j'ai une assistante. Et vous faites plusieurs projections du film? Près de 8 ou 10 projections. Ah oui. Parce que je vois, pour le rythme de film particulièrement, et aussi on voit des choses sur un grand écran, on n'en voit pas sur le moniteur dans la salle de montage. Par exemple, je veux éviter aucune image de micro. On cherche les séquences où la caméra tremble un peu et tout ça. Mais c'est très important pour moi de regarder le film plusieurs fois sur un grand écran avant que le montage est fini. Et je commence à faire ça après le premier assemblage. Et ces projections, vous êtes tout seul dans la salle ou il y a des gens avec qui vous pouvez parler du film? Je n'invite pas des amis, c'est trop confondant. J'essaie assez tentative moi-même. Et si quelqu'un commence à parler avec moi, je crois qu'ils ont toujours raison. Ce n'est pas. Je sais que ça aide. Je ne dis pas que c'est un bon système, c'est un bon système pour moi. Et c'est un système que vous avez mis en place très tôt ou qui s'est mis en place progressivement au fur et à mesure des 40 films que vous avez faits? Non, c'était depuis le début. Ouais. Au début, j'ai monté les séquences montées des autres et je trouve ça, c'est une horreur. Parce qu'il y a toutes sortes d'opinions. Et finalement, ça doit être le mien, pour bonnes ou mauvaises raisons. Et j'ai arrêté. Je crois que c'est après le premier film. Donc, cette méthode, vous l'avez depuis longtemps. Est-ce que vous sentez que vous êtes... parce que je suis très âgé. Ouais. J'ai commencé en 66. Oui, c'est 40 films. Est-ce que vous sentez que vous êtes de plus en plus efficace, que vous allez de plus en plus vite? Ce n'est pas à moi de dire ça. Mais je crois que j'ai appris quelque chose. Si les choses que j'ai apprises sont dans le nouvel film, j'espère. Mais j'ai appris le plus pour les films que je fais en faisant le montage moi-même. Parce que quand on fait le montage, on a une très bonne connaissance des problèmes. Et c'est une connaissance de ces problèmes qu'on apporte avec vous le prochain tournage. Et quand vous êtes dans la salle de montage et vous n'avez pas un plan qui est important pour une transition, vous n'avez pas assez de gros plans pour bien monter une séquence où les gens parlent beaucoup, vous avez une tendance de souvenir ça la prochaine fois que vous tournez. Et comme dans la cumulation d'expériences, le montage m'a beaucoup aidé pour les films suivants. Ce qui est aussi impressionnant, je trouve, dans In Jackson 8, c'est que il n'y a pas de structure dramatique qui construit le film comme une progression vers quelque chose. Par exemple, on peut se dire au début du film, en le voyant, tiens, ça va être la préparation de la parade, et la parade va être un peu le moment clé du film, l'apogée du film, et tout le film va conduire à ce climax, comme ça. Or, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque la parade, elle est en fait presque expédiée en 2-3 minutes. C'est pas du tout le cœur du film. Donc, c'est une construction qui est finalement extrêmement à la fois complexe et presque un peu fragile. Un peu, elle ne suit pas une sorte de ligne dramatique comme ça. Oui, j'espère, mais j'espère. C'est ça dans tous les films. Il n'y a pas une ligne dramatique évidente. Mais peut-être ce n'est pas là, mais à mon avis, il y a toujours une ligne dans tous les films. Mais la ligne, c'est un peu peut-être abstrait.
Ce qui est tout à fait juste, et j'imagine que vous le savez, c'est qu'il y a dans le film un réservoir d'histoires. On aurait presque envie de prendre certaines histoires et de les développer, alors presque comme des films de fiction, mais avec les guillemets qu'il faut. C'est cela aussi, la fiction à l'intérieur du film. Oui, mais je crois que dans n'importe quel film, il y a toujours au moins deux voix. Il y a la voix littérale. Qu'est-ce que les gens disent l'un l'autre, quels sont les vêtements, etc. Mais il y a aussi la voix abstraite, quelles sont des idées suggérées par les événements littéraux. Et le vrai film, c'est dans la relation entre l'abstrait et le littéral. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. À le risque d'être prétentieux, je crois que le meilleur livre que j'ai lu sur le montage, c'est les lettres à Flaubert à George Sand. Quand il parle de l'écriture, moi je crois qu'il parle de montage. Parce que les questions qu'il parle sont exactement les mêmes. Mais pas spécifiquement, mais dans la façon qu'on essaie d'imaginer et de créer quelque chose. Parce que pour un romancier, la seule limite, c'est la qualité de l'imagination. Et pour les films documentaires, la limite, c'est la capacité de l'imagination contre le 130 heures de rush. Mais quand même, ça vous donne beaucoup de choix. D'ailleurs, vous êtes... la fiction ne vous fait pas complètement peur, puisque vous avez fait une fiction, hein, La dernière lettre, Oui. en 2002. C'est quelque chose que vous pourriez refaire, une fiction ou... Non, autrefois, j'ai écrit quelques scénarios, mais c'était si difficile de traiter avec les gens qui ont l'argent. Mon bullshit meter privé monte beaucoup quand j'arrive à l'aéroport de Los Angeles. J'aime le documentaire, c'est toujours plus intéressant, c'est plus d'aventure et j'aime cette aventure. Bonjour. Je me demandais par rapport à ça, quelle est votre relation avec votre caméraman? Du coup, comment vous interagissez quand vous êtes dans un endroit? Moi, j'ai travaillé avec 4 caméramans depuis des années, principalement avec une les derniers plus que 30 ans, mais nous avons des signaux entre nous et je lui amène avec les micros. Il faut dire que vous pouvez peut-être dire quelques mots de John Davey, qui est votre caméraman un peu historique. Enfin, c'est quelqu'un avec qui vous avez énormément travaillé. Et c'est très comique. Comment ça se passe concrètement, le tournage d'une séquence? Nous regardons toujours. Presque toujours. Et nous avons des petits signaux. Et moi, j'aime toujours, mais quand on a l'habitude de travailler ensemble, on sait c'est ce qu'on a besoin. Par exemple, pendant les réunions, on sait qu'on doit suivre les gens qui parlent, sauf que les mots ne sont pas intéressants. Et moi, je fais la décision que les mots ne sont... cette partie n'est pas intéressante. Et on tourne les gros plans et on sait toujours qu'on a besoin des plans larges. On a toujours besoin des plans larges derrière la personne qui parle principalement. C'est un chef de réunion. Et on doit courir un peu dans la chambre, dans la salle, pour avoir des angles différents. Mais ce n'est pas automatique, mais on sait c'est ce qu'on a besoin, et on sait ça parce qu'on a tourné ensemble beaucoup, mais aussi parce que moi je sais c'est ce que j'avais besoin pour le montage. Oui. Bonjour, j'aimerais demander plutôt sur la méthode de faire le documentaire, parce que comme vous avez dit, pour faire ce film-là, ce documentaire-là, et peut-être pour les autres documentaires aussi, c'est plutôt une méthode de collectionner
des images et après, au moment du montage, on décide, on essaie de trouver une structure. Et pourquoi cette méthode-là, au lieu de, comme, par exemple, suivre un personnage ou une société pendant un an ou quelques mois? Et pourquoi cette méthode-là? Et après, une autre question, c'est avec la numérisation des techniques de cinéma, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre méthode de faire le documentaire? Alors, deux questions. La première, c'est sur les deux questions sur la méthode. Sur la première, c'est pourquoi la méthode, pourquoi pas une autre méthode qui aurait été de suivre un personnage Comme vous savez très bien, il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est une méthode que j'aime. Je ne dis pas que c'est le seul ou c'est le meilleur. Mais avant que j'ai commencé, j'ai vu quelques films qui étaient tournés dans ce style. Et j'ai tout de suite compris qu'on peut tourner un film n'importe quel sujet quand il y a assez de lumière. Et c'était quelques années qu'on a découvert la façon que la caméra et le magnétoscope peuvent être à la même vitesse. Et comme ça, on peut tourner n'importe quel sujet. Et j'ai pensé qu'il y a tout le monde à explorer. Et moi, j'ai commencé à explorer une petite partie. C'est tout, ça m'intéresse. Il n'y a pas une grande explication. Ce n'est pas que je me réveille dans la nuit avec une grande pensée religieuse. Et ces films qui vous ont marqué, c'était lesquels? Les films qui vous ont marqué? Oui, le film que j'ai vu, c'est un film... Il y a deux titres, Mooney vs. Fowl ou Football, je crois. C'est un film tourné sur deux équipes de football américain dans la ville de Miami, qui était tourné en 61 ou 2, je ne sais pas. Je crois que c'est Jim Lipscomb qui a fait. Et j'ai tout de suite compris. Ça m'intéresse beaucoup et j'ai essayé de m'enseigner comment c'était fait. Et je crois un ou deux ans après que j'ai vu ce film, j'ai commencé mon premier film. Alors l'autre question, c'était est-ce que le numérique a changé votre manière de travailler? Ce n'est pas changé. Peut-être on tourne un petit peu plus, mais pas beaucoup. Peut-être 10% de plus. Et je n'aime pas le montage en numérique. Peut-être simplement parce que j'ai eu l'habitude de monter en pellicule pour si longtemps. Mais on dit, par exemple, une fois, quelqu'un a écrit d'un de mes films, State Legislature, que le film soit beaucoup mieux si je l'ai monté en avide. Mais elle n'a pas compris, ce n'était pas la machine ou le programme qui fait le montage. Mais moi, je trouve, quand je monte numérique, que je dois m'arrêter de me dire, penser un peu plus. Parce que quand j'ai monté une pellicule, il y a toujours le temps, chercher la bobine, mettre la bobine sur la machine, refaire, trouver la séquence qu'on veut, regarder les séquences qui sont avant ou après. Il y a le temps de penser. Et parce que encore, c'est un autre exemple. C'est les pensées qui sont les choses les plus importantes. La technique est assez simple, ou en pellicule ou en numérique. Mais il faut prendre le temps de bien regarder ce que vous voulez faire. Et si on ne prend pas le temps, parce que le numérique, c'est la vitesse. Et moi, j'essaie de résister à la vitesse. Et le montage, la période de montage, c'est exactement le même pour moi en numérique que c'était en pellicule. Mais la seule chose que j'aime, c'est un peu récupérer la séquence plus vite, mais ce n'est pas tout à fait bon parce qu'en pellicule, quand
quand on cherche la séquence, on est forcé de prendre le temps et on pense de ce que vous cherchez et pourquoi. Et la réponse aux questions pourquoi, c'est la chose la plus importante. Est-ce qu'un film comme ça pourrait changer le destin de Jackson 8? Je crois que ce serait très prétentieux si je pense ça. Okay. Parce que dans un pays démocratique, il y a toutes sortes de moyens de se renseigner. Un film, je crois, aucun film, aucun document, n'importe quel, n'est pas si important. Mais on peut être prétentieux et dire, ah oui, ça a changé la vie, mais ce n'est pas... Je ne sais pas comment on peut le savoir. Mais il y a tout... je ne dis pas qu'un film ne peut pas avoir un effet, mais ce n'est pas... On ne peut pas mesurer. Je ne sais pas comment le mesurer. Et je crois que c'est bien, on ne peut pas mesurer. Et je crois... Beaucoup de gens qui tournent les documentaires ont l'impression qu'ils sont très importants dans la vie sociale et dans la vie politique. Et je crois que ce n'est pas vrai. C'est leur prétention et leur narcissisme. Okay, merci. Mais parce que c'est impossible de... Comment est-ce que vous pouvez dire que vous savez que le film a un effet? Mais c'est bien quand les gens... vous dites que j'ai beaucoup aimé le film, naturellement, on aime ça, et c'est très bien. Mais si quelqu'un vous dit que le film a changé sa vie, il faut soupçonner ça. Qu'est-ce que vous pensez de Michael Moore? Je ne pense pas à Michael Moore. Mais il n'est pas cinéaste, il est narcissiste. Le vrai sujet de ces films, c'est Michael Moore. Et souvent, il y a des mensonges dedans. Par exemple, il a fait un film sur le système de santé en Cuba en disant que c'est mieux qu'en Amérique. Et le système de santé en Cuba, c'était très bien si vous êtes Fidel Castro. Mais pour la plupart, pour les gens, la grande population, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'équipement, les hôpitaux sont sales. Mais pour Michael Moore, qui est polémiciste, c'est magnifique. Et je ne le crois aucune chose qu'il dit. Même il y a des moments comiques, mais en plus, ce n'est pas le cinéma. Ne me demande pas qu'est-ce que c'est le cinéma, mais il n'y a aucun intérêt visuel, sauf que vous aimez regarder quelqu'un qui est un peu lourd. Lourd n'est pas le mot fat. Si, lourd, c'est pas mal que pour Michael Moore. Moi, je voulais savoir, est-ce que quand vous entendez quelqu'un qui raconte quelque chose qui vous plaît pas, vous le censurez, enfin, vous pouvez le virer, quoi? Quand quelqu'un dit, quand vous tournez une scène, quelque chose qui vous plaît pas du tout, qui vous répugne, qu'est-ce que... Non. Et dans le sujet de conversation. Ouais, dans ses valeurs. Ouais, non, je tourne toujours. Ouais. Et vous le gardez au montage ou... Oui, certainement. Mmh. Il y a beaucoup de choses dans les films qui ne me plaisent pas. C'est intéressant. Certainement. Merci. Peut-être qu'ils sont des choses les plus intéressantes. Et ça peut être les choses les plus intéressantes. Je ne sélectionne pas simplement les choses qui me plaisent, mais la question, ce qui me plaît, c'est une question compliquée, parce qu'il y a une différence entre ce qui me plaît personnellement et mon politique personnelle et ce qui me plaît qui marche dans le film, ou je crois peut marcher dans le film. Et c'est deux choses complètement différentes. Alors, j'avais quand même une dernière question, peut-être. C'est donc est sorti il y a peu de temps un coffret DVD. Il y a une intégrale Wiseman qui est en train de sortir. Donc, il y a un premier coffret sur la période 67, votre premier film, Titica's Follies, et 79. Un deuxième coffret qui est prévu en mai 80-94. Un troisième coffret qui va aller jusqu'au dernier film. Est-ce qu'il y aura l'intégrale Wiseman en coffret DVD? Et d'autre part, qu'est-ce que ça vous fait d'être comme ça
intégralement donné à voir de façon... Ça m'a fait souvenir que je suis très âgé. Ah oui, une sorte de, on va pas dire un tombeau, mais... Oui, je suis très content qu'il sorte. Finalement, ça m'a pris des années, parce qu'avant l'année dernière, je n'ai jamais eu une offre, sauf pour 1 ou 2 films en France. Et finalement, Blackout m'a fait une offre, et moi, j'ai toujours voulu que les films sortent ensemble, parce que je ne veux pas un film avec un distributeur, un autre, etc. Mais je suis très content qu'ils sont disponibles. Ben, merci beaucoup Frédéric Wiseman pour cette très belle rencontre après-midi. Donc, je vous engage à retourner peut-être voir In Jackson 8 ou à faire aller voir ce film qui est évidemment, vous l'avez vu, extrêmement important. C'est vraiment un film qui est dans la continuité de votre œuvre et qui sera marquant. Merci beaucoup. Merci à vous tous.